Chers amis et chers ennemis, j'espère qu'il y en a de plus en plus. Soyez les bienvenus dans quelle semaine. Cette semaine, vraiment, elle a le don de m'exaspérer compte tenu de ce qui se passe autour de nous. Jamais autant d'actes antisémites ont été commis en France depuis le conflit israélo-palestinien. 1100 actes antisémites ont été commis en un mois. Des actes de toutes sortes, on le sait. Des juifs sont attaqués, des maisons sont taguées, des volets doivent rester fermés. Vraiment, jamais autant l'antisémitisme n'a frappé en France qu'aujourd'hui. C'est lié bien évidemment au conflit dit israélo-palestinien. C'est lié au fait que dans nos banlieues, ce conflit, on le sait maintenant, c'est plus un scoop, a été complètement transporté. Face à cette montée de l'antisémitisme, à juste titre, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont décidé d'organiser, de proposer une marche contre l'antisémitisme, une marche civique. Dans un premier temps, cette marche a fait marcher symboliquement tout le monde, et puis d'abord, le tout premier, Jean-Luc Mélenchon, a cru bon de faire un tweet disant qu'il n'irait pas manifester avec les amis du soutien au massacre, qui ont leur réunion, a-t-il dit, et il a dénoncé l'antisémitisme comme un prétexte. En réalité, sa culture de l'islamo-gauchisme et son besoin des urnes dans les banlieues font que, bien évidemment, il ne veut pas dénoncer l'antisémitisme qui sévit. Après lui, on a eu les partis de gauche qui ont considéré qu'il fallait, tenez-vous bien, un cordon sanitaire. Non mais on en est là, quoi, une espèce de ségrégation sanitaire. Il n'y a rien de plus fasciste que ce vocabulaire, hein. Cordon sanitaire, vous vous rendez compte, c'est des phrases qui étaient prononcées sous l'occupation, à l'égard des Juifs, quoi. La gauche reprend tout un vocabulaire, que ce soit l'humoriste Meurice, quand il parle du nazi sans prépuce au sujet de Netanyahou, ou des partis de gauche qui veulent un cordon sanitaire, ils réutilisent toute une horreur rhétorique qui a été déjà sinistrement employée. Cela étant dit, quand même, entre nous, les partis de gauche n'ont pas utilisé le cordon sanitaire quand il s'est agi de se distancier de la NUPES et de ses fréquentations avec des individus tout à fait discutables, et les communistes qui la ramènent, alors que si on remonte dans le temps, on les retrouve en train de signer le pacte germano-soviétique. Donc quand même, enfin bon, tous ceux qui veulent faire de l'histoire et remonter la machine à reconstruire le temps, il ferait bien de regarder franchement dans leur propre histoire. Même Véran a cru bon de dire que il ne fallait pas que le Rassemblement national, avec lequel je n'entretiens plus aucune relation, mais quand même, la vérité c'est la vérité. Véran a cru bon de dire que c'était pas bien que le Rassemblement national soit dans cette marche contre l'antisémitisme. Mais il faisait quoi, Véran, en 2005 ou 2000, je ne sais plus, en 2015, je crois, oui, quand on a exclu Jean-Marie Le Pen du Rassemblement national, il était en train d'astiquer la Francisque de François Mitterrand. Enfin, c'est un manque d'honnêteté absolu, complet, total. Et voilà maintenant le CRIF. Voilà maintenant le CRIF qui s'en mêle et qui lui aussi essaye de se rallier les partis de gauche en considérant que le Rassemblement national n'est pas le bienvenu dans cette manifestation. Enfin, heureusement que Serge Klarsfeld, lui, un vrai chasseur de nazis, a dit à quel point c'était une bonne chose que le Rassemblement national rejoigne les démarches républicaines. Voilà, incapable dans ce pays, tellement on est politicard, tellement on pense aux élections, tellement on veut éviter qu'un parti prenne un peu de place, enfin on craint qu'un parti prenne un peu de place, qu'on n'est même pas capable, c'est la preuve que tous ces partis
politique donne, que ce soit la gauche, que ce soit En Marche avec Véran, que la peur, la crainte que le Rassemblement national prenne un peu d'importance. Voilà. Alors, ils essayent finalement de remettre en place cette espèce de cordon sanitaire qui finalement ne fait que les rendre malades. C'est bien triste, et je crois que pour lutter contre l'antisémitisme, quel que soit l'ennemi que l'on puisse avoir, on devrait être capable de marcher à côté de lui en se disant que le pire ennemi, c'est pas cet ennemi qu'on a à côté de soi, ce n'est pas ce concurrent qu'on a à côté de soi, le pire ennemi, c'est l'antisémitisme. Alors pendant que la désunion règne d'un côté, il y a une sorte d'unité qui se produit au palais de justice de Paris. Trois hommes politiques d'envergure comparaissent en même temps, ce qui transforme le palais de justice de Paris en festival de Cannes, de la toge et de l'épitoge. Dans une salle, on a Bayrou, dans une autre salle, on a Nicolas Sarkozy, qui devient un habitué, un routinier de la Basoche, et puis on a, dans la première chambre, la Cour de justice de la République, qui juge Dupond-Moretti, celui qu'on surnommait acquittator du temps où il faisait flamboyer les acquittements qu'il obtenait, est devenu comparator, puisqu'il comparait devant la Cour de justice de la République. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on lui reproche, et ensuite, qu'est-ce que la Cour de justice de la République? On lui reproche, pour faire simple, pour ne pas entrer dans des considérations juridiques trop compliquées, on lui reproche une prise illégale d'intérêt. En un mot, il aurait pris le ministère de la Justice pour hockey choral, et il aurait voulu régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il était en très très mauvais termes, du fait même de l'exercice de sa profession. Il aurait donc exercé petitement, minablement, méchamment, une vengeance disciplinaire à caractère personnel. Les membres de la Cour de justice de la République, institution créée en 1993, vont donc se demander: est-ce que le ministre est à ce point vindicatif, haineux, que, gardant les sceaux, il a en même temps gardé sa haine? Il y a là 12 parlementaires, 4 qui représentent la majorité, 8 qui représentent l'opposition, dont l'inérable Obono, et 3 magistrats professionnels. Alors vous le savez, la Cour de justice de la République, c'est une juridiction très controversée parce qu'elle est fondamentalement politique. Depuis qu'elle existe, elle n'a pas flamboyé par ses coups de fouet judiciaires. 9 cas dont elle a eu à connaître, qui ont abouti à 4 relax et à 2 dispenses de peine. Bon, on n'est quand même pas dans la sévérité la plus extrême. La question qui se pose, puisqu'on n'a pas le dossier, et qu'on n'est informé que par ce que la presse, au demeurant bien renseignée, parce que c'est un moyen de régler aussi des comptes, la presse, nous apporte. Bon. La question que vous vous posez, que je me pose, que tout le monde se pose, c'est: est-ce qu'un ministre de la justice, garde des sceaux, même s'il est présumé innocent, peut conserver son poste de ministre de la Justice tout en comparaissant devant la justice? Pragmatiquement, vous me direz, on a la réponse. Si on se tourne du côté de ce pauvre Bayrou, la tête tout enfoncée dans les épaules, on se dit, celui-là, la présomption d'innocence, elle ne lui a pas permis de garder son ministère. Tandis que Dupond-Moretti, lui, a pu le garder. Pourquoi? C'est une étrange frontière que quelques mètres séparent d'une chambre qui s'appelle la Cour de justice de la République, d'une autre chambre qui s'appelle le tribunal correctionnel. Allez comprendre cette présomption d'innocence fluctuante. Voilà, c'est comme ça, on n'y comprend rien, mais on a quand même le droit de se poser la question. Moi, je pense que tout au long de l'instruction, tant que les charges ne sont pas définitivement établies pour être discutées, la présomption d'innocence doit dominer. Parce qu'on peut faire l'objet d'une instruction et être tout à fait innocent. Comme on peut faire l'objet d'un renvoi devant un tribunal et être tout à fait innocent. Mais il y a une question fonctionnelle. Comment peut-on être à la fois ministre de la Justice
et justiciable qui comparait. C'est quand même très incompatible, très difficile, et tout en préservant la présomption d'innocence, l'intérêt même de la fonction, me semble-t-il, aurait commandé que le ministre renonçât à exercer cette fonction dans l'intérêt même de la justice, d'un point de vue purement fonctionnel, pas du point de vue de la culpabilité, de l'innocence, car il est présumé innocent, cela ne fait aucun doute. Mais la présomption d'innocence ne doit pas, comment pourrais-je le dire gentiment, entraver l'exercice d'une fonction aussi élevée que celle de ministre de la Justice. L'étranger ne s'y trompe pas. Le Financial Times signale que cette affaire met en avant l'habitude de Macron de ne pas se séparer de ses ministres et de ses conseillers, qui ont des démêlés avec la justice, malgré, dit le journal, les promesses qu'il avait pu faire en 2017 de ne garder personne qui aurait des casseroles. De tout cela, il va sortir un désastre. D'un côté pour les juges, de l'autre pour le politique. Mais ça m'amène à poser une question qui me préoccupe et que je voudrais vous soumettre. Vous trouvez normal, vous, qu'un magistrat puisse faire sa carrière pendant des années dans un ministère et puis donc en proximité directe avec le politique, sous l'autorité du politique, alors tantôt socialiste, tantôt républicain, tantôt autre chose, pour redevenir après en toute tranquillité, en toute indépendance, comme s'il n'avait pas fréquenté pendant des années les ordres de la République, un magistrat qui va siéger, présider, requérir, dire... Non. Moi je crois qu'un magistrat, parce que je me fais une très haute idée de la fonction, un magistrat devrait être d'une neutralité absolue, ce qui devrait lui interdire d'exercer une quelconque activité dans un ministère. Toutes ces questions devraient être posées, et c'est peut-être l'occasion quand même, si on a le courage dans ce pays de se poser des questions qui dérangent, de la poser. Voilà, en attendant, on fera le point la semaine prochaine sur le procès du ministre de la Justice qui comparaît en justice pour rendre des comptes à la justice et qui sera peut-être condamné et qui sera peut-être acquitté, mais en tout cas, la justice, elle, ne s'en sortira pas grandie. Pendant qu'en France, on s'intéresse sans s'y intéresser, tout en s'y intéressant quand même un peu à ce que la justice de notre pays devient, en Ukraine, à Kiev, l'impératrice de l'Union européenne, celle qui se prend pour tous les chefs d'État réunis, est allée rencontrer son grand ami, son très bon ami, Zelensky, à Kiev. Lequel Zelensky a éprouvé le besoin de s'étonner, voire de se scandaliser, que depuis la guerre israélo-palestinienne, on s'intéresse moins à l'Ukraine. C'est quand même, entre nous, incroyable. Il aurait pu avoir un mot de compassion pour la situation, pour les otages, pour les morts, pour le génocide. Non, simplement, il exprime sa jalousie, que l'on ne s'intéresse pas, comme il le voudrait, encore à Kiev. Oui, il veut être, en quelque sorte, le centre du monde de la guerre. Alors c'est vrai que ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, ne peut que nous affoler, nous effarer, nous inquiéter. Mais faire preuve à ce point d'égocentrisme belliciste est étonnant. D'autant plus que quand même, il a bénéficié, enfin pas lui, il faut l'espérer, Kiev a bénéficié de 425 milliards de dollars des États-Unis, sans compter les dotations de l'Union européenne et des autres pays. Alors la question qui mérite quand même de se poser, au moment où l'on essaye de faire entrer l'Ukraine dans le processus paperassier, documentaire, mais indispensable à son entrée lointaine dans l'Union européenne, où en est la guerre. On sait que la contre-offensive n'a pas réussi. Elle n'a pas permis à l'Ukraine de gagner, comme Zelensky l'espérait, du terrain. On sait et on craint, c'est du reste la crainte des généraux ukrainiens, que la guerre ne s'enlise, ce qui est la grande tactique russe, l'enlisement. Et il semblerait bien qu'à l'heure actuelle, la guerre ne s'enlise pour de longues années. C'est l'opinion du chef d'état-major des armées ukrainiennes. Alors, ça serait, si on écoute Zelensky, la faute aux Occidentaux, finalement. Bon, il ne faut quand même pas exagérer. Alors, que faisait encore von der Leyen en Ukraine?
Elle y va souvent. C'est la 6e fois qu'elle va à Kiev. C'est pour le fameux rapport sur l'ouverture des négociations qui recommande d'ouvrir maintenant les négociations pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'Union européenne, ce qui est une façon encore de provoquer la Russie, bien évidemment. Bon. Alors, d'après Ursula, 90% des mesures seraient remplies. Et pourtant, quand même, je ne sais pas, moi, il y a des rapports, il y a des études qui disent qu'il y a une grande corruption en Ukraine. Hein. Alors, où est la vérité? Je crois qu'on devrait prendre notre temps, non? Ouais, cette Union européenne, quand même, elle pose pas mal de questions. Hein. Enfin, vous avez une semaine pour y réfléchir, si vous n'y avez pas déjà réfléchi. En même temps, le débat va arriver à l'Assemblée nationale sur la fameuse loi immigration. Le Sénat, vous savez, a supprimé l'aide médicale d'État. Alors tout cela, c'est une nécessité, bien évidemment, mais je vais faire simple. Hein. La loi sur l'immigration, qui va être discutée à l'Assemblée nationale, qui est discutée à l'Assemblée nationale, elle ne servira à rien, hein, parce qu'on est complètement contraint, tenu par toutes les dispositions européennes qui nous empêchent de refouler qui que ce soit, qui nous empêchent de toucher au regroupement familial, qui nous empêchent de toucher quasiment à toutes les mesures. Alors l'aide médicale d'État, elle n'est pas appliquée partout. Hein. L'Allemagne n'applique pas, le Danemark n'applique pas, et d'autres pays ne l'appliquent pas. La Suède, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Italie. Il y a une aide médicale d'urgence, donc on pourrait très bien ne pas l'appliquer, d'autant qu'elle remonte à l'époque de Jospin, et qu'avant Jospin, sous le régime socialo-communiste premier de Mitterrand premier, il n'y avait pas d'aide médicale d'État et on n'avait pas affaire à des gens, comme le dirait Chassaigne, absolument inhumains. Il faut mettre un terme à tout ça. Mais malheureusement, tant que l'Union européenne se fera la souveraine de notre souveraineté, on ne pourra pas le faire. On vous raconte des histoires. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de penser à tout cela pendant la semaine. Et je sais quand même que vous êtes 66% à considérer qu'il faut restreindre l'aide médicale d'État. Ah oui, avant de vous quitter, un mot. Pour avoir droit à des aides en France, il faut cotiser, il faut payer des impôts. Mais le paradoxe incroyable, c'est qu'on a droit à l'aide médicale d'État parce qu'on est en infraction. Parce qu'on est en infraction. Parce qu'on est rentré illégalement, enfin maintenant ça n'est plus, mais c'est quand même illégal parce qu'on est rentré illégalement sur le territoire. C'est l'illégalité qui crée des droits maintenant. C'est pas beau ça? Pas mal, hein? Quel pays, quel drôle de pays, vraiment, il serait temps qu'on le redresse. Allez, bonne semaine et gardez le moral.